Je remercie David et donc le club Gutenberg de cette invitation. Donc on m'a demandé effectivement de vous parler du populisme pendant une heure, je pense, une petite heure. Ça va être trop peut-être pour certains. Voilà, puis après donc la parole sera donnée à la salle. À la salle. Éventuelles questions. Voilà, donc je me présente, je suis effectivement professeur de philosophie. Alors bon, sur le populisme, je vais tenir un discours qui n'est pas à prendre comme celui d'un expert, ou d'un spécialiste. J'ai eu l'honneur d'avoir un article cette semaine dans Valeurs Actuelles et on m'a présenté comme expert du populisme. Parce qu'aujourd'hui, pour être légitime, il faut être expert. Je ne suis pas un expert, je suis quelqu'un qui s'intéresse aux questions politiques et qui va essayer d'avoir un discours, une pensée sur des questions politiques. Alors bien sûr, je vais utiliser ma formation de philosophe pour le faire, mais ce n'est pas un discours d'expert. Et donc c'est un discours, comme tout discours sur la politique, qui a une orientation, qui assume cette orientation. J'espère que ça ne va pas trop vous choquer. Bon, orientation, on va dire, souverainiste, pour simplifier. Alors, pour introduire la question du populisme, finalement, c'est une question, je trouve, assez passionnante, cette question du populisme. Parce que quand on finalement tire le fil de cette notion de populisme, il y a toute une série de questions fondamentales qui apparaissent, qui sont vraiment des questions politiques actuelles. La question de la mondialisation, la question de l'identité, la question de la souveraineté, la question du multiculturalisme. Voilà. Donc je dirais que cette question du populisme est un révélateur de questions politiques fondamentales qui nous occupent actuellement. C'est à ce titre qu'elle m'a intéressé. Donc j'ai écrit effectivement cet essai en 2012 qui a eu un petit succès d'estime, Éloge du populisme, le titre un petit peu volontairement provocateur et qui en même temps se situe dans une tradition de l'éloge paradoxal tout à fait établi. Alors, vous avez remarqué que cette question est omniprésente dans l'actualité. Tout récemment, par exemple, Angela Merkel a annoncé sa candidature, sa 4e candidature, et elle a placé sa candidature sous le signe justement d'une lutte contre la montée des populismes, a-t-elle dit. Donc on voit qu'on est en pleine actualité. Elle pensait sûrement à l'AfD, Alternative für Deutschland, et aussi peut-être au mouvement Pegida, qui se développe en Allemagne. Et puis nous avons aussi Manuel Valls, qui récemment nous prépare à sa candidature pour les mêmes raisons. Il a récemment déclaré qu'il était partisan d'une mondialisation au service des peuples contre le populisme. Je n'ai pas la citation exacte, peut-être contre la mondialisation du populisme. Mondialisation au service des peuples, il faudra qu'on m'explique ce que ça veut dire. Donc voilà, on voit bien que s'est développé tout un discours sur le populisme qui veut nous alerter sur la montée d'un grand danger. D'un côté, il y a les méchants populistes et de l'autre, les partis progressistes. Donc voilà, c'est pas parce qu'on s'intéresse à cette notion qu'on doit, si vous voulez, être, sans recul critique par rapport à cette notion. Et donc la première chose, si vous voulez, que je vais vous proposer ce soir, dans un premier point, ça va être de critiquer, de faire une critique justement de l'utilisation totalement sur les majoritaires aujourd'hui, dans les médias, mais aussi par les hommes politiques. Là, j'ai pris 2 exemples. Donc, je vais faire une critique de l'utilisation de cette notion de populisme. Je vais faire une critique de la critique du populisme. Ça sera mon premier point, puisque le discours sur le populisme dominant, c'est une critique du populisme. Et je vais proposer une critique de la critique du populisme. Et je vais essayer de montrer que ça ne tombe pas du ciel, cette notion,
l'extraordinaire succès que cette notion possède dans les médias, ça ne vient pas de nulle part. Donc si on veut faire une critique de la critique du populisme, il faut faire la généalogie de l'apparition dans le champ des sciences sociales et des sciences politiques. Il faut essayer de regarder très précisément quand est apparue cette notion de populisme, pourquoi, et quelle est finalement peut-être la fonction, l'usage auquel cette notion répond. Hein, donc si plus je travaille sur cette question, plus je vais vous dire tout de suite un petit peu mon point, hein, mon premier point, plus il me semble que cette notion de populisme, telle qu'elle est utilisée dans les médias, mais utilisation qui reprend une certaine théorisation par les sciences sociales, plus ça va, plus je pense que c'est une notion idéologique. C'est-à-dire que je pense que cette notion de populisme, telle qu'elle est employée, elle n'a pas de scientificité, si vous voulez, et elle masque derrière un constat de fait, en fait, des jugements de valeur. Hein, pour dire les choses simplement, si vous voulez, qualifier de populiste un certain nombre de partis, c'est une manière de les disqualifier politiquement. Voilà, tout simplement, si vous voulez, la notion de populisme va permettre de disqualifier un certain nombre de partis comme étant finalement, comme n'ayant pas de substance politique, puisqu'on va le voir, la critique du populisme, c'est la critique de la démagogie. Hein, donc l'idée, ça va être de dire que ces partis sont démagogiques, et donc ils n'ont pas de contenu politique. Voilà, donc ça va être, si vous voulez, mon premier point, revenir sur la critique qui est faite habituellement du populisme, et s'interroger sur sa fonction et sur son caractère idéologique. Ce qui ne veut pas dire, hein, dire ce que je viens de dire, ne veut pas dire que j'adhère forcément au thème des partis populistes. Mais je les traite, je les prends au sérieux, et je pense qu'il s'agit, si vous voulez, de véritables partis qui cherchent à produire une offre idéologique et partisane. Voilà, donc si on veut les combattre, je ne sais pas s'il le faut, mais il faut les combattre sur un plan politique. Hein. La disqualification morale et démagogique est absolument contre-productive. Donc ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, ça va être, si vous voulez, d'expliquer un peu pourquoi j'ai proposé un éloge du populisme, hein, et en quoi l'éloge que j'ai proposé du populisme déplaçait la question, déplaçait le problème, c'est-à-dire que, si vous voulez, je voulais conserver ce terme de populisme qui me semble pertinent, mais à condition de lui donner un autre sens. Je pense que ce terme peut nous permettre de décrire une réalité qui est, si vous voulez, la situation des peuples européens, et peut-être le peuple américain, on pourra en parler. Donc ce terme de populisme, moi je pense qu'il est pertinent pour décrire la situation des peuples eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai utilisé l'expression de populisme du peuple, hein, pour utiliser, si vous voulez, cette notion pour décrire ce qui se passe au niveau des peuples eux-mêmes. Là, ça me semble pertinent, parce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des peuples eux-mêmes qui, effectivement, possède une véritable unité. Et les mouvements populistes sont seconds, c'est ça surtout le point, c'est que les mouvements populistes, les partis populistes, sont seconds par rapport à ce que j'appelle le populisme du peuple. C'est-à-dire qu'ils viennent après, et ils viennent chercher à donner une expression à ce que j'appelle le populisme du peuple, ce qui est le rôle d'ailleurs aussi des partis. Hein. Les partis sont là pour donner une expression aussi à des revendications, hein, et à des demandes du peuple, ou de partis, hein, du peuple. Donc voilà, vous voyez, je vais avoir ces deux points. Premier point, critique de la critique habituelle du populisme. Et deuxième point, déplacer le problème, reformuler le sens de la notion en pensant le populisme comme populisme du peuple. Et je terminerai simplement en ouverture dans la conclusion, parce que je n'aurai pas le temps d'aller plus loin. Je terminerai, si vous voulez, sur l'idée que les partis populistes, comme les autres partis, auront bien du mal à répondre à la demande actuelle des peuples européens, comme du peuple américain. Parce que cette demande des peuples
que j'appelle le populisme, n'est pas une demande politique classique. À quoi pourrait répondre une politique partisane? Elle est une demande que j'appellerais archi-politique. Elle est une demande qui porte sur, si vous voulez, les conditions de possibilité de la politique elle-même. Les conditions de possibilité de la politique, c'est qu'il y ait déjà l'existence d'un peuple et d'une communauté, puisque la politique, c'est l'art de chercher le bien commun, c'est la pensée et l'action en vue du bien commun, mais pour que cette pensée, cette action se développe, ça suppose une communauté qui existe. Or, ce qui est en jeu actuellement dans la question du populisme, c'est l'être même de la communauté. C'est l'être même des peuples qui est en jeu. Donc c'est pas telle ou telle politique voilà, budgétaire, européenne, etc. C'est pas seulement ça qui est en jeu. Mais c'est le fondement même de la politique. De sorte que le défi que pose le populisme n'est pas un simple défi politique, mais un défi archi-politique. Le populisme nous place face à la question: comment peut-on instituer ou réinstituer un peuple? Donc mon premier point, je développe le premier point. Qu'est-ce qu'on entend habituellement par populisme? D'où vient la conception actuelle du populisme? Alors, je vais me placer plutôt dans le cas français, mais les théoriciens français ont été importants dans la théorisation du populisme, qui ensuite a eu beaucoup de succès donc dans les médias. Alors, il y a un théoricien qu'il faut nommer, c'est Pierre-André Taguieff. C'est vraiment, si vous voulez, celui qui fournit un petit peu la grille de lecture du populisme. Donc dès les années, donc ça remonte déjà à loin, Taguieff les premiers articles de Taguieff sur le populisme, c'est dans les années 80, 84, 86, il a écrit des articles déjà sur le populisme. Ensuite, il a écrit un texte qui s'appelle L'illusion populiste, en 2007, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, il a écrit en 2012, juste avant les élections présidentielles, au CNRS, puisqu'il est chercheur au CNRS, donc c'est une autorité, Pierre-André Taguieff. Il a écrit un livre qui s'appelle Le national-populisme. Donc les travaux de Taguieff sont vraiment extrêmement importants sur cette question du populisme, et ils vont influencer toute la suite des choses. Alors que dit Taguieff? Qu'est-ce que c'est finalement que le populisme, et pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à ce thème? Dans quel contexte? Parce que là, encore une fois, je pense qu'il faut faire une généalogie de la notion, de son apparition dans le champ politique français, pour comprendre la fonction qu'a eue l'interprétation du populisme. Alors, les articles de Taguieff portent sur le Front National. C'est-à-dire que Taguieff va mobiliser cette notion de populisme pour expliquer la montée du Front National. Alors, il faut bien voir que, à l'époque, dans les années 80, quand le Front National a commencé à percer au niveau des municipalités, puis par la suite, quand il va faire certains scores au présidentiel, il faut bien voir qu'on avait donc une grille d'interprétation du Front National qui était fournie par deux autres penseurs principaux, qui sont Bernard-Henri Lévy et Zeev Sternel. Zeev Sternel, l'historien donc israélien, qui a écrit plusieurs textes, ni gauche ni droite, et Bernard-Henri Lévy qui a fait une vulgarisation des thèses de Sternel. Alors c'est quoi l'idée de Sternel et de Bernard-Henri Lévy? Eh bien c'est que finalement, et des mouvements qui à l'époque luttaient contre le Front National, on ressuscitait finalement le thème de l'antifascisme, et avec le Front National, on avait affaire à la réapparition du fascisme, qui d'ailleurs, dont d'ailleurs la France, c'est la thèse de Sternel, contrairement à ceux qui pensaient que la France avait été relativement
épargnés par ce phénomène, hein, contrairement à l'Italie et l'Allemagne. La thèse de Sternel, c'est que la France a connu, à travers des digues, à travers certains, comment dire, tribuns et certains voilà, hommes de parti, le colonel de la Rocque ou d'autres, la France avait connu aussi une forme de fascisme ou de pré-fascisme, hein, et donc voilà. Et l'idée, c'est que le Front National serait à comprendre dans la continuité finalement du fascisme. Hein. Donc ça, c'est l'idée de BHL et Sternel, et donc on va lutter contre le Front National dans les années 80, on va lutter en mobilisant les thèmes de l'antifascisme. Voilà. Le problème, c'est que le Front National s'implantant dans la vie politique française et ne recourant pas à la violence révolutionnaire, ce qui est quand même une caractéristique des partis fascistes, hein, il faut lire les travaux des historiens sur le fascisme, ne recourant pas à la violence révolutionnaire, ne contestant pas les résultats des urnes, il devenait de plus en plus difficile, si vous voulez, de comprendre le Front National en termes de fascisme. D'autant plus que le Front National va connaître une évolution de son discours, hein, évolution qu'on connaît bien avec Marine Le Pen. Donc, il n'était plus possible de lutter contre le Front National en le caractérisant comme parti fasciste. Et c'est là qu'on va mobiliser la catégorie, la notion de populisme. Et le populisme, si vous voulez, tel qu'il va être utilisé, voilà, l'opération va être à double sens. En utilisant cette catégorie de populisme, Taguieff va, d'une certaine manière, dédiaboliser le Front National. Et d'ailleurs, c'est le titre de son avant-dernier livre, hein, du diable en politique, l'avant-dernier livre de Taguieff, sur l'anti-lepénisme ordinaire, où Taguieff fait une critique, à mon avis précieuse pour ceux qui veulent lutter contre le Front National. Il fait une critique sur, si vous voulez, le côté contre-productif de l'anti-lepénisme ordinaire. L'anti-lepénisme ordinaire, c'est quoi? C'est où le Front National, c'est le fascisme qui revient. Hein. Et alors aujourd'hui, c'est quand même une thèse qui est acceptée, d'ailleurs par les plus grands, enfin des gens qui ne sont pas du tout soupçonnables d'extrémistes. Marcel Gauchet, dans son dernier livre, dit qu'il est complètement ridicule de vouloir lutter contre Marine Le Pen en imaginant avec une petite moustache, hein, et la réduction ad Hitlerum ne peut plus fonctionner. Donc, bien avant, si vous voulez, Taguieff avait compris tout ça, et donc il a dédiabolisé le Front National en utilisant la notion de populisme. Mais en même temps, c'est là que les choses sont complexes, c'est que cette dédiabolisation, d'une certaine manière, a retenu en elle les caractéristiques de ce qu'elle prétendait justement dédiaboliser. C'est-à-dire que le populisme est devenu une espèce de fascisme à minima. Le démagogue, Le Pen, a remplacé, si vous voulez, la figure du Führer, du leader charismatique, autoritaire, etc. Donc on a remplacé cette figure par le démagogue. L'idéologie, qui est structurante des mouvements totalitaires, hein, du nazisme comme du communisme, l'idéologie, dans le Front National, elle n'a pas beaucoup de consistance. Et donc l'idéologie va être remplacée par le mensonge, hein, par le bricolage idéologique du leader populiste. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire que le racisme, on ne va plus accuser de racisme forcément le Front National, mais on va parler de xénophobie. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a utilisé cette notion pour finalement, pour sauver les phénomènes, pour continuer finalement à comprendre les phénomènes, mais on ne pouvait plus les comprendre sous la catégorie du fascisme, ça devenait ridicule, et donc on a mobilisé cette catégorie de populisme, mais qui conserve encore en elle des traits atténués du fascisme, ce que je viens de dire. Hein. Le démagogue remplace etc. Hein. Le mensonge, le bricolage remplace l'idéologie dure. Et le mensonge remplace aussi la violence, hein, parce qu'il ne faut pas rigoler, quoi. Hein. Quand on est dans le dur et dans des mouvements totalitaires ou fascistes,
on est dans le recours systématique à la violence. Ça commence par là. Donc voilà, à quoi, si vous voulez, comment s'est développée cette notion de populisme. Et ce qui est assez frappant, c'est que on se demande si Taguieff a vraiment dédiabolisé quelque chose, puisque dans tous les commentaires aujourd'hui sur le populisme retient en lui toutes les caractéristiques du fascisme. Alors on ne dit plus fascisme, on dit extrême droite aujourd'hui. Donc populisme égale extrême droite. On ne va plus dire fascisme, on va dire extrême droite. Bon, très problématique aussi, comme Taguieff d'ailleurs lui-même le reconnaît. Il faut d'ailleurs reconnaître à Taguieff que c'est quelqu'un qui est capable d'évoluer dans si vous voulez, dans ses écrits. Taguieff, c'est quelqu'un qui a évolué. Son dernier ouvrage porte d'ailleurs... Son dernier ouvrage, il critique presque sa propre interprétation du populisme. Et il dit finalement pourquoi on a formé cette notion. Finalement, on pourrait parler plutôt d'une forme de nationalisme. Finalement, il faut revenir à un questionnement sur qu'est-ce que c'est que le nationalisme, qu'est-ce que c'est que l'attachement à la nation, et finalement, à quoi ça a servi vraiment de mobiliser cette catégorie du populisme. Donc Taguieff lui-même revient un petit peu sur cette notion qu'il avait lui-même forgée. Et finalement, aujourd'hui, voilà, le populisme a conservé l'empreinte du fascisme, voilà. Et aujourd'hui, on passe très très vite populisme, extrême droite. Bon, alors extrême droite, Taguieff lui-même le remarque, ça veut dire quoi ? Là encore, c'est une notion, extrême droite, qui est extrêmement floue. Comme le dit Taguieff, quand on dit extrême droite, il y a deux choses qu'il faudrait préciser. Extrême. Qu'est-ce qui est extrême ? Quelle est l'extrémité ? Alors, l'extrémité, ça pourrait être justement le caractère révolutionnaire, ce qui n'est pas du tout le cas des populistes. Les populistes n'ont pas du tout de caractère révolutionnaire. Ensuite, droite. Quelle droite ? On sait qu'il y a plusieurs droites depuis René Raymond. J'ai des étudiants de Sciences Po qui sont là. On sait depuis René Raymond qu'il y a au moins 3 droites fondamentales, orléanistes, légitimistes et bonapartistes. Donc quelle droite ? Et ces droites n'ont pas du tout le même contenu doctrinaire. Vous voyez, toutes ces étiquettes, toutes ces catégories ne permettent pas forcément de comprendre en fait les choses. Il faut se méfier des grandes catégories comme ça, qui ne permettent pas forcément de comprendre les choses. Alors, maintenant, là, j'ai simplement posé le contexte d'apparition de la notion de populisme. Maintenant, quelles sont les caractéristiques du populisme ? Comment Taguieff le définit ? Le populisme, c'est une forme de démagogie qui en appelle au peuple contre les élites. Première caractéristique du populisme, une forme de démagogie qui en appelle au peuple contre les élites. C'est pourquoi ça serait peut-être plus précis, plutôt que de parler de populisme, de parler de démagogie populiste, pour montrer que ce qu'on veut critiquer, c'est une forme de démagogie. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique du populisme, dégagée par Taguieff, mais aussi par d'autres, c'est qu'on reproche au mouvement populiste d'être prisonnier de l'immédiateté, c'est-à-dire de ne pas comprendre que le politique, ça prend du temps, et de promettre des changements brutaux, etc. Voilà. Immédiat, voilà. Donc l'immédiateté. Bon. Question qui pourra se poser, qui vont venir, c'est la démagogie, est-ce qu'elle n'est que du côté des partis populistes ? La croyance dans l'immédiateté, est-ce qu'elle n'est que de ce côté-là ? La promesse du changement, Mitterrand, changer la vie. Alors, c'était quoi ? C'était l'immédiateté aussi. Troisième idée dans le populisme, si vous voulez, c'est une protestation. Voilà, le populisme est protestataire, donc il y a la critique qui consiste à dire, en fait, non, c'est démagogique, et puis c'est protestataire parce que en fait, les partis populistes ne proposent pas vraiment quelque chose, simplement ils s'opposent aux partis en place. Voilà. Et enfin, donc, la xénophobie, puisque les populistes, puisqu'ils parlent, ils prétendent défendre le peuple, eh bien, c'est le peuple contre un autre peuple. Voilà, donc il y a une forme de xénophobie qui serait dans le populisme. Bien, alors, le problème, c'est que, si vous voulez, tous ces reproches faits aux partis populistes, je crois, et ça apparaît beaucoup plus clairement aujourd'hui, ils ont sous-estimé, si vous voulez, l'offre politique des partis populistes. Parce que ma thèse, c'est que les partis populistes ont une offre politique.
et il faut la discuter sur un plan politique. Et si vous voulez, le fait de simplement de les penser comme démagogues, bon, la démagogie, on sait ce que c'est depuis Aristote, hein, c'est le discours qui consiste à flatter le peuple, hein, et à ne pas gouverner forcément selon le bien commun, mais selon ce qui plaît au peuple, hein, et qui peut complètement être destructeur par rapport au bien commun. Critiquer le populisme de cette manière, et les partis populistes, c'est les rejeter en fait de la politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contenu politique. Et donc, c'est les laisser libres d'ailleurs de continuer à développer éventuellement leur offre politique. On les disqualifie en fait sur un plan moral, démagogie, immédiateté, etc. Et finalement, du coup, c'est pour ça que ça a du succès dans les médias, ça dispense de travailler. Hein. Ça dispense d'aller voir exactement quel est leur programme et pourquoi ça serait démagogique. Parce que c'est très bien de critiquer la démagogie, mais encore faut-il montrer en quoi c'est démagogique. Hein. Pour montrer en quoi c'est démagogique, eh ben, il faut entrer dans le dur. Hein. Donc, cette critique du populisme, finalement, si vous voulez, elle a duré un certain temps, mais elle a été de plus en plus difficile au fur et à mesure, finalement, que les partis populistes avaient du succès. C'est quand même embêtant, ça. Hein. Ils avaient du succès et ils s'implantaient durablement dans la vie politique de certains pays. Prenons l'exemple du Front National, hein, qui est un très bon exemple. Ces partis s'implantent durablement, et comment croire que leur implantation est possible? Alors on prend vraiment les gens pour des idiots, quoi, hein, sur une base qui serait purement vide et purement démagogique. S'ils s'implantent et ils ont du succès, c'est bien que peut-être ils répondent, ou ils donnent le sentiment de répondre à un certain nombre de questions. Et surtout, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que dans un certain nombre de pays, les populistes sont au gouvernement. Si on prend au sérieux le concept tel qu'il fonctionne de populiste, je suis désolé, il y a des tas de partis populistes ou de populistes qui sont au pouvoir. Donc on ne peut plus les définir comme des partis protestataires, il faut savoir. Si c'est des purs partis protestataires et démagogiques, comment ils font pour gouverner? Je vous signale quand même qu'on qualifie de populiste Orban en Hongrie, hein, qui est au pouvoir depuis plusieurs années. L'UDC en Suisse de Blocher, qui est au pouvoir. Alors Poutine est populiste, tout le monde est populiste de toute façon. Hein. Donc le mouvement 5 étoiles en Italie participe au pouvoir, il est au pouvoir aussi au niveau local. Donc si vous voulez, l'opposition entre partis de gouvernement et partis protestataires, elle ne fonctionne plus, c'est fini, ça n'en peut plus. Puisqu'énormément de partis qu'on qualifie de populistes sont au gouvernement. Donc non seulement ils ont séduit l'électorat, mais en plus, ils gouvernent. Donc ce ne sont pas simplement des partis simplement protestataires. Donc voilà, si vous voulez, si on réfléchit à ça, si on regarde l'inflation de ce terme, mais je vous signale que ça devient n'importe quoi. Hein, je ne veux pas dire du mal d'un journal, c'est pas d'ailleurs pour le critiquer, mais c'est très symptomatique. Là, je crois que c'est Marianne, hebdomadaire, c'est peut-être d'ailleurs pas faux, qui dit Macron populiste d'extrême centre. Bon, je veux dire, tout le monde est populiste et personne ne l'est. Ça veut dire quoi cette histoire? Si je vous listais la liste des partis populistes, bon, j'ai pas tout pris là, hein, le FPO en Autriche, l'AfD en Allemagne, l'UDC en Suisse, le Parti pour la liberté aux Pays-Bas, le mouvement 5 étoiles en Italie, l'UKIP de Farage en Angleterre, le Parti du peuple danois. Bon. C'est bien, on dit tout ça c'est populiste, tout ça c'est démagogue, mais est-ce que vous êtes allé voir leur programme? Et si vous allez voir leur programme, vous verrez qu'il y a de très grandes différences politiques dans les programmes de ces partis. Je vais prendre un seul exemple. Hein. On a des mouvements populistes comme l'UKIP ou comme le FPO en Autriche, qui sont des libéraux, qui sont pour l'Autriche pour rester dans l'euro, et qui ne sont pas du tout comparables à la politique économique que propose Marine Le Pen, par exemple. Donc en quoi ça va nous éclairer, si vous voulez, de voir ça? Pareil pour Trump. Hein. Trump, populiste, bon, très bien.
en quoi ça va nous éclairer. Donc, si vous voulez, je pense que cette appellation de populiste, c'était surtout, si vous voulez, comment dire, ça a répondu à la nécessité, d'une certaine manière, de ne pas penser la décomposition et peut-être la recomposition des systèmes partisans européens. Finalement, on a voulu neutraliser la tentative faite par des partis populistes. Alors après, on peut discuter, hein, c'est peut-être une tentative, c'est peut-être pas une bonne politique qu'ils proposent, mais on a voulu neutraliser la tentative, donc l'offre politique des partis populistes, en les disqualifiant de cette manière, démagogie, immédiateté, etc. Et je pense que aujourd'hui, on ne peut plus tenir ce raisonnement. Et on s'aperçoit de plus en plus que ça amène finalement, ça ne ralentit pas le succès de ces partis, ça n'empêche pas qu'ils deviennent des partis de gouvernement. Hein, donc je crois que cette notion a joué un rôle idéologique, c'est-à-dire qu'elle a permis au système partisan en place, parce que c'est là qu'il faut prendre à mon avis du recul sur cette question, parce que c'est pas possible que ça se passe comme ça se passe avec ce caractère général. Le populisme est le symptôme de la décomposition des systèmes partisans hérités de l'après-guerre. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est la tentative de reconstruire de nouvelles offres politiques. Alors, je proposerai, moi, un autre terme, si on s'en tient au populisme, donc, pour qualifier les partis. Je pense que ce terme est donc très, très ambigu, il est très connoté, très péjoratif, et je pense qu'il ne nous éclaire pas, il nous permet pas, d'ailleurs, c'est vraiment ce que je dis, neutre, c'est-à-dire qu'il ne nous permet ni de lutter contre, ni de, si on est d'accord avec, c'est une manière de noyer le poisson. Alors, mon dernier point là dans cette première partie, c'est que je pense qu'il y aurait un terme, une notion, un concept qui serait plus pertinent si on reste sur le plan des sciences politiques. Parce que là, moi je suis plus philosophe, après je vais faire quelque chose qui sera... Je vais développer la question du populisme sur un tout autre plan. Mais les sciences politiques, utiliser ce terme me semble donc peu pertinent. Par contre, il y a un terme qu'on pourrait utiliser. Je pense que les partis populistes sont des partis anti-système. Et là, je me réfère à un grand politologue, professeur de sciences politiques italien, quelqu'un de remarquable qui est très peu connu en France, pourtant il a été un petit peu traduit, qui est Giovanni Sartori. Je ne sais pas si on vous a parlé de lui à Sciences Po. Sartori, ils auraient dû. Giovanni Sartori, qui a écrit un livre vraiment qui fait autorité, qui s'appelle Le système des partis. Le système des partis de Sartori, qui est traduit en français aux presses de l'Université de Bruxelles. Et Sartori, justement, il développe l'idée de parti anti-système. Les partis populistes sont des partis anti-système. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un parti anti-système ? C'est un parti qui conteste, comme son nom l'indique, de manière systématique l'offre politique des autres partis. Point barre. Ça ne veut pas dire qu'il conteste l'existence des autres partis. Comme le montre très bien Sartori, un parti anti-système n'est pas un parti révolutionnaire. C'est un parti qui est anti-système, si vous voulez, parce qu'il conteste systématiquement l'offre politique, rester dans l'Europe, la politique migratoire, tout ce que vous voulez. Il conteste systématiquement l'offre politique, et il établit une distance idéologique maximale avec les autres partis, mais en restant dans le cadre du pluralisme partisan, ce qui est le cas des partis populistes, contrairement à une certaine critique de ces partis qui veut faire croire
qu'il conteste le cadre lui-même, alors que c'est pas le cas. Donc ça c'est la distinction. Alors après bien sûr, hein, on peut sur certains partis, certains sont à la marge, mais c'est une distinction à mon avis essentielle que fait Sartori entre parti anti-système et parti révolutionnaire. Un parti anti-système n'est pas un parti révolutionnaire. Un parti révolutionnaire est un parti qui conteste le cadre même du pluralisme partisan. Donc ça, c'est une distinction qui me semble fondamentale. Et donc, je vais peut-être vous choquer, le Front National. Structurellement, pour moi, dans le système des partis, il a, si vous voulez, une position similaire au Parti socialiste d'Union de la gauche dans les années 80. Le Parti socialiste, qui était allié au Parti communiste, qui lui était un parti révolutionnaire, contestait de manière globale et systématique, rupture, je vous rappelle, avec le capitalisme, hein, union avec un parti révolutionnaire, il contestait de manière absolument globale et systématique l'offre politique des autres partis. À tel point que la droite a eu peur en se disant « Ouh là là, il va y avoir les chars soviétiques dans Paris ». Donc il ne faut pas sous-estimer, c'est qu'on a un peu oublié les choses, il ne faut pas sous-estimer l'altérité que représentait le Parti socialiste à l'intérieur du système partisan, altérité renforcée par l'alliance avec les communistes. Il ne faut pas sous-estimer cette altérité. Et aujourd'hui, pour moi, le Front National est un parti anti-système, voilà, qui propose un certain nombre de choses, qui sont tout aussi peut-être utopiques d'ailleurs que les socialistes en leur temps, et qui feront que peut-être le Front National reviendra en arrière, pour d'autres raisons, au bout d'1 ou 2 ans, par réalisme. Voilà. Donc, il me semblerait beaucoup plus pertinent, et donc, vous voyez, de penser les choses de cette manière. Et donc, si vous voulez, pourquoi les partis anti-système ont du succès? Eh bien, parce que les partis traditionnels, je pense que ça c'est vraiment le point, c'est le recul qu'il faut avoir par rapport à ce qui se passe, pour arrêter d'être dans la morale, les partis traditionnels ne sont plus en prise sur les défis, si vous voulez, de la réalité. Et leur clivage, les clivages des partis traditionnels, ne recoupent plus les clivages politiques véritables, qui sont de nouveaux clivages, et qui ne sont plus, par exemple, de sortir du capitalisme. Et donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, on assiste à la décomposition du système partisan, parce qu'il n'est plus en prise, il ne pose plus les véritables alternatives politiques. Exemple, question extrêmement, brûlante de l'immigration. Question extrêmement brûlante de l'Union européenne. Voilà des clivages actuels sur lesquels, si vous voulez, le clivage gauche-droite, pour simplifier, n'est plus en prise, puisque à gauche comme à droite, vous avez des partisans, vous avez des gens qui auront des positions différentes sur toutes ces questions. Donc le clivage gauche-droite, qui est hérité, qui n'avait de sens, si vous voulez, comme contre-coup, si vous voulez, finalement, de la guerre froide et de la grande opposition idéologique entre libéralisme et socialisme, ce clivage, c'est plus le clivage et c'est plus les alternatives politiques actuelles. Et ça, les partis populistes l'ont senti, si vous voulez. Ils ont été malins, ils ont été plus malins que les autres. Ils ont senti que les vrais clivages et les vraies questions des gens, elles étaient ailleurs. Voilà. Et ils ont essayé de développer une offre par rapport à ça. Et d'ailleurs, vous avez les autres maintenant qui rament derrière. C'est quand même assez rigolo, parce que tous ces partis qui ont dit populiste, maintenant ils parlent tous de l'intérêt de la France, de l'immigration, d'une manière où seulement il y a 5 ans, ils auraient parlé de cette manière, ça aurait été... ils auraient été diabolisés eux-mêmes. Donc c'est très rigolo. Ils devraient faire un petit peu leur mea culpa, peut-être, parce qu'on pourrait les taxer aussi de populisme. Voilà. Alors, donc,
maintenant, si vous voulez, donc la transition, hein, c'est ça, c'est cette idée que les systèmes partisans ne sont pas en prise sur la réalité et sur les défis politiques actuels et sur la crise des peuples et ne répondent pas à ça. Hein. Et donc maintenant, je vais passer à ma deuxième partie. Donc j'ai critiqué finalement l'utilisation du populisme pour parler finalement des partis. Hein, j'ai essayé de montrer la fonction idéologique que remplissait cette notion de populisme. Mais par contre, maintenant, dans une deuxième partie, je vais conserver cette notion pour lui donner un autre sens. Et donc, l'idée que je développe, l'éloge du populisme que je fais, c'est l'éloge de ce que j'appelle le populisme du peuple. Hein, donc, distinguer la démagogie populiste, hein, qui, à mon avis, est partagée par les partis classiques aussi, enfin, voilà, distinguer cette démagogie populiste de ce que j'appelle le populisme du peuple. Donc quand je fais l'éloge du populisme, c'est bien évident que je ne fais pas l'éloge des partis populistes. Ce qui ne préjuge pas d'ailleurs de mes positions par rapport à ces partis, mais je ne fais pas l'éloge de ces partis. Quand je fais l'éloge du populisme, je fais l'éloge des peuples eux-mêmes, et je pense, si vous voulez, que ce terme peut nous permettre de comprendre, ou de décrire plutôt, ce qui se passe au niveau des peuples eux-mêmes. Et je redéfinis le populisme comme, si vous voulez, la révolte des peuples contre, si vous voulez, leur décomposition. Et la révolte contre, bien sûr, leurs représentants. Donc c'est vrai qu'il y a un aspect protestataire dans le populisme, mais ce que j'aimerais pointer, c'est que voilà, le populisme, ça a lieu d'abord au niveau des peuples eux-mêmes. Et c'est seulement ensuite que les partis populistes, sentant que les partis traditionnels ne sont pas en prise sur cette révolte des peuples, vont chercher à lui donner, si vous voulez, une expression. Alors pourquoi les peuples seraient en révolte? Ils sont en révolte parce que, si vous voulez, ils tiennent à leur être, et un certain nombre de mécanismes conduisent aujourd'hui, historiquement, à la décomposition des peuples. Et donc, pour moi, le populisme, c'est une réaction des peuples à cette décomposition. Donc ça part d'abord des peuples. Donc voilà, ça c'est quelque chose de... Voilà. C'est pas comme l'idéologie. C'est pas comme les phénomènes totalitaires, parce qu'on se fait tous peur, la montée des populismes, etc., comme la montée dans les années 30 du nazisme, du communisme, tout ça. Je ne crois pas une seconde à tout ça. Hein, c'est-à-dire que je ne pense pas du tout que le populisme soit un phénomène qui aille du haut vers le bas. Parce que ça supposerait qu'il y ait une unité idéologique. J'ai essayé de montrer avant qu'il n'y avait pas d'unité idéologique, justement. Hein? Et donc, ce n'est pas un phénomène idéologique qui irait du haut vers le bas et qui imprégnerait ensuite les peuples, et les peuples deviendraient populistes, etc., xénophobes, tout ce que vous voulez. Je crois que c'est complètement pas comme ça qu'il faut voir les choses. Hein? Alors, c'est rigolo parce qu'il y a un texte, un des premiers textes, alors là, je n'ai pas les références exactes, peut-être quelqu'un peut m'aider, en langue anglaise, Margaret Canavan, Populisme. C'est vraiment un texte qui précède Taguieff, que reprend Taguieff. Donc c'est une spécialiste, je ne sais même plus si elle est anglaise ou américaine, ou si il, enfin bref. Mais en tout cas, elle utilise une formule au début, elle reprend la formule de Marx, elle la détourne la formule de Marx dans le manifeste du Parti communiste, et elle dit un spectre hante l'Europe, le populisme. Vous voyez? Donc un spectre entre l'Europe, le communisme, non, un spectre entre l'Europe, le populisme. Je crois que c'est totalement faux. Hein. C'est-à-dire que justement, il ne faut pas voir du tout le populisme comme un phénomène idéologique, ce qui supposerait une unité idéologique et organisationnelle, qui était celle de l'internationale socialiste,
même s'il y avait bien sûr des différences dans les mouvements socialistes et communistes, mais il n'y a pas du tout cette unité idéologique et organisationnelle du populisme. Pas du tout. Vous voyez, ça c'est vraiment un point faible de la conception du populisme, là, comme nouveau totalitarisme, etc. Il n'y a pas d'unité idéologique, de concertation des partis populistes, etc. Et d'ailleurs, ils ont pas fait leur unité. Au Parlement européen, Marine Le Pen et Farage, ils n'étaient pas d'accord, ils ont pas fait un groupe commun, etc. Donc il n'y a pas cette unité. Le phénomène du populisme, il n'a pas lieu dans ce sens-là. Il n'a pas lieu du haut vers le bas. Il a lieu du bas, il va du bas vers le haut. C'est dans ce sens-là que je fais un éloge du populisme. Parce que, si vous voulez, ce sont les peuples eux-mêmes, par leur comportement populiste, abstention, volatilité du vote, vote pour des partis dits populistes, protestation, tout ce que vous voulez. Ce sont le peuple même qui force, si vous voulez, les politiques à renouveler leur offre. Ça va du bas vers le haut. Et ceux qui ont couru le plus vite et qui ont compris le plus vite les choses, c'est effectivement les partis populistes. Mais si vous voulez, voilà, Trump actuellement, c'est marrant, les gens sont passés de la diabolisation à la fascination. Les médias qui n'avaient rien prévu, et après, comme si Trump avait tout fait. Non, le démagogue, il surfe sur la vague, jusqu'à ce qu'il soit emporté et par elle, et englouti par elle, si vous voulez. Le démagogue, c'est pas l'idéologue. C'est pas la même chose. L'idéologie, qui est définie a priori, comme l'a été le marxisme, etc., et qui ensuite va imprégner le peuple. Le démagogue, c'est dans l'autre sens. Il vient après et il surfe sur la vague, il essaie de la rattraper et il essaie de lui donner une expression. Pareil pour le Front National. À mon avis, c'est de la même manière qu'il faut analyser le phénomène du Front National. Le Front National n'a cessé de courir après le populisme du peuple français. Et chaque fois que Le Pen a voulu exprimer ce populisme dans des termes justement raciaux, etc., il s'est planté complètement. Il a été sanctionné. Et Marine Le Pen cherche actuellement à donner une expression plus adéquate à ce populisme du peuple. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut penser le phénomène. Et alors, voilà. Donc ce phénomène, il vient des peuples eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que les peuples ont été soumis, si vous voulez, à des forces de décomposition, tout simplement, que je vais essayer d'expliquer, de résumer. Quelles sont, si vous voulez, les causes de la décomposition des peuples européens, puisque je définis le populisme comme la réaction à une décomposition. Donc il faut bien expliquer d'où vient cette décomposition. Voilà. Contre quoi lutte le populisme des peuples. Alors je pense qu'on peut... il faut que je vous accélère, je ne sais pas quand est-ce qu'on a commencé. Je pense qu'on peut distinguer, si vous voulez, rapidement trois séries de causes qui décomposent qui ont décomposé les peuples, qui sont donc vraiment des causes historiques, si vous voulez. C'est vraiment une grande, il y a une profondeur historique au populisme du peuple. Il y a une profondeur historique qui est à la fois la profondeur des causes qui décomposent des peuples et la profondeur des peuples eux-mêmes. Parce que si les peuples... On découvre que les peuples existent. Voilà. C'est ça le populisme. On découvre que les peuples existent. Et alors que finalement, on l'avait un peu oublié. Pourquoi ? Parce qu'on avait peur. On avait peur de certaines conceptions passées du peuple qui ont abouti à des catastrophes. Je dirais rapidement, la conception du peuple classe, le léninisme, le stalinisme, le peuple comme classe, ou la conception du peuple race, le nazisme. Et donc on se méfie du peuple, et on ne veut voir plus que des individus. Traumatisés que nous avons été par les systèmes totalitaires et les deux guerres mondiales, eh bien nous ne voulons voir plus que des individus. Alors quelles sont les causes qui décomposent les peuples ? Il y a la mondialisation, bien sûr, ce que j'appellerais la mondialisation néolibérale. La mondialisation qu'il faut prendre à la fois comme un processus historique, matériel, économique, politique,
etc. Et la mondialisation qu'il faut prendre comme une idéologie. Hein. Il y a les deux versants de la mondialisation. La mondialisation comme processus historique, bon, je vais passer rapidement là-dessus, il y a des gens qui sont plus avant que moi sur toutes ces questions. On dit souvent qu'il y a une première mondialisation, hein, c'est d'ailleurs le titre d'un livre de Suzanne Berger qui a été édité chez la collection de Rosan Vallon, hein, la première mondialisation, à la fin du 19e siècle. Première mondialisation économique, première mondialisation des capitaux, des investissements, processus de colonisation, concurrence entre les grandes puissances. Donc il y a une première mondialisation qui a schématiquement finalement abouti de manière catastrophique dans les deux guerres mondiales qui maintenant, pour les historiens, n'en font plus qu'une. Et puis il y a une seconde mondialisation qui, si vous voulez, alors là ce serait compliqué, qui s'est construite à mon avis dialectiquement, c'est-à-dire que la guerre froide participe de la mondialisation, hein, c'est pas seulement une parenthèse dans la mondialisation, mais la guerre froide participe aussi de la mondialisation. Et on va dire, alors voilà, la deuxième mondialisation, c'est l'effondrement du communisme, et c'est la croyance en un nouvel ordre mondial, hein, parrainé par la puissance des États-Unis. Et donc il faut bien voir quelles ont été les conséquences de cette deuxième mondialisation, donc hein, après la chute du communisme. Ça a été finalement un accroissement, un développement bien sûr de la puissance américaine et de ces, de ces excroissances. L'OTAN, hein, il y a vraiment l'enjeu, la manière dont l'OTAN a été finalement poursuivie, alors que d'une certaine manière elle n'avait plus de raison d'être. Et il y a bien sûr, coïncide avec cette période, l'extension de l'Union européenne. Hein, coïncide avec cette période, donc à la fois l'extension de l'OTAN et l'extension de l'Union européenne. Et toute la construction européenne s'est faite sous cette mondialisation, sous cette idéologie libérale, les quatre libertés, et les conséquences pour les peuples de cette mondialisation, eh bien ça va être, si vous voulez, ça va être justement la perte de ce qui fait un peuple politique. Pour moi, un peuple politique, c'est deux choses. C'est une certaine forme nationale, une certaine unité des mœurs, que j'appelle pas une identité, hein, parce que le vocabulaire de l'identité me semble simplificateur et à conserver. L'identité, c'est A égale A. Hein. La similarité, la semblance, c'est pas l'identité. Hein. Et donc cette unité des peuples, cette unité nationale, elle est bien sûr compatible avec une certaine diversité. Mais, donc il y a un rapport entre l'unité et la diversité, et aussi entre l'identité et le devenir, parce que quand on pose une identité nationale, on semble exclure toute transformation, tout devenir. Donc je me méfie de ce vocabulaire de l'identité. Mais en tout cas, il y a une unité, un caractère, une personnalité des peuples, qui va être donc décomposée par la mondialisation, et il y a la perte de leur souveraineté. Voilà. Le peuple, c'est deux choses. Hein, c'est une certaine unité de mœurs, une certaine unité nationale, et une souveraineté populaire. Donc voilà, la mondialisation va déconstruire, décomposer cette double unité des peuples, l'être ensemble sociable et l'être ensemble donc politique des peuples. Et puis il y a l'idéologie. C'est-à-dire que cette mondialisation, elle va être accompagnée d'une idéologie qui va la justifier. Et cette idéologie qui va justifier la mondialisation, c'est le multiculturalisme. Le multiculturalisme qui va, si vous voulez, promouvoir l'individu. Le multiculturalisme, c'est la reconnaissance de l'identité de chacun. L'identité de l'individu devient un absolu. L'identité de l'individu devient un absolu, et on va se mettre à critiquer, si vous voulez, le fait que l'individu se construit finalement par assimilation d'un certain nombre de modèles, d'un certain nombre de valeurs qui sont justement héritées d'une nation, d'une tradition, d'un héritage. Hein, donc le multiculturalisme, ça va être une critique de l'assimilation républicaine, et il va poser l'individu comme un absolu, et toute assimilation dans un peuple va être, si vous voulez, un crime contre l'individu.
Alors là, je ne peux pas aller dans les détails, ça serait cette question du multiculturalisme pour en faire la généalogie, parce que je pense qu'il y a un lien entre le libéralisme, le socialisme et le multiculturalisme. Il y a une genèse où on confond la liberté, c'est la liberté qui était liberté politique, liberté de décider avec les autres, liberté républicaine, liberté politique, va devenir dans le libéralisme, puis le socialisme, puis le multiculturalisme, la liberté d'être soi-même et de réaliser son identité. Alors là, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, on pourra y revenir si vous voulez, mais voilà, le multiculturalisme pose l'individu comme un absolu et fait abstraction des processus d'assimilation à un peuple, à une nation, qui permettent de construire l'individu. Et ensuite, donc ça c'est l'idéologie multiculturelle qui va, à mon avis, aboutir à la guerre des identités, une espèce de retour à l'état de nature, chaque individu se posant comme absolu. Bah oui, mais si à ce moment-là, si chacun, si vous voulez, affirme des modèles ou une liberté contradictoire avec celle des autres, eh bien, on revient à la guerre de tous contre tous et à une forme d'état de nature. Je pense que c'est à ça qu'aboutit l'idéologie multiculturelle, à une forme de guerre de tous contre tous. Et puis, donc, voilà, mondialisation au niveau réel, au niveau économique, politique, idéologie multiculturelle, qui est finalement, il n'y a que des individus, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de peuple, il n'y a que des individus, et on a besoin qu'il n'y ait que des individus pour que, si vous voulez, les processus de la mondialisation puissent avoir lieu. On a besoin que personne ne soit attaché, n'appartienne à quelque chose, les individus sans appartenance. On a besoin de ça pour que le processus de la mondialisation puisse avoir lieu. Sauf qu'il crée des tensions, parce qu'il y a des contradictions dans les valeurs, dans les normes, dans les modèles, il y a des contradictions, et ça crée donc des tensions, et le populisme est aussi une réaction à ça. Et ensuite, je termine sur les causes donc, de la décomposition des peuples, donc causes profondes, vous voyez, qui expliquent le populisme du peuple. Les peuples ont été exposés effectivement à des causes extrêmement profondes de décomposition de leur être. Et donc, voilà, ils ne retrouvent plus cette sociabilité, cette unité, cette protection que constitue un héritage national, puisque un héritage national, une culture, une civilisation, ça répond à plein de questions que se pose l'individu dans sa vie. Et donc, les individus dont la mondialisation a besoin, eh bien, n'ont plus toutes ces protections, et on va les brancher sur, si vous voulez, la consommation mondiale. C'est cette consommation mondiale, ce tourisme planétaire, ces cultures totalement multiculturelles, c'est tout ça qui va donner un sens à l'existence de l'individu. C'est plus une tradition nationale, une cohérence de modèles forgés par l'histoire, etc. La mondialisation capitaliste, elle a besoin, d'une certaine manière, de cette désassimilation, de cette désappartenance des individus à une nation. Et puis enfin, il y a une troisième cause de la montée des populismes. Troisième chose qui vient, mettre en tension l'unité des peuples européens, c'est, si vous voulez, le phénomène de l'islamisme qui utilise l'idéologie multiculturelle comme un cheval de Troie. C'est-à-dire que les islamistes, ils ont très bien compris l'idéologie multiculturelle. Respecte ma différence. Le vieux slogan des SOS Racisme. Touche pas à mon pote, ça veut dire quoi? Touche pas à l'identité de mon pote. Chacun a un droit absolu à être lui-même, etc. Eh oui, mais moi, mon droit absolu à être moi-même, eh bien, c'est mon droit et à, eh bien, justement, pratiquer un certain nombre, non seulement pratiquer une religion, ce qui n'est pas un problème, mais pratiquer un certain nombre de mœurs, faire la promotion d'un certain nombre de modèles. Il faut respecter ma différence, il faut respecter mon identité. Vous savez, c'est la fameuse phrase d'Erdogan, quand il avait dit devant Angela Merkel à l'époque, justement, que l'intégration, alors disons l'assimilation, est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité.
parce qu'on pose l'individu justement comme un absolu, et donc toute assimilation de modèles collectifs est pensée comme un crime, une perte pour l'individu. Sauf que c'est complètement abstrait parce que l'individu se construit par assimilation. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On se construit en assimilant de manière imitative des modèles, à commencer par la langue maternelle. On assimile une langue par imitation. Et donc, si vous voulez, le lien fondamental, le multiculturalisme nie l'homme comme animal social, comme animal qui se construit par imitation dans une société d'abord familiale, puis celle de la cité, de l'État, etc. Donc il y a cette négation dans le multiculturalisme. Mais c'est un petit peu une ruse en ce qui concerne l'islamisme, parce que si l'assimilation est présentée comme un crime contre l'humanité, du point de vue, si vous voulez, du migrant, hein, donc on demande au peuple d'accueil de respecter l'identité du migrant, mais par contre, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, justement, ce migrant, il trimballe avec lui, c'est pas un reproche, hein, c'est tout à fait logique, puisque l'homme est un être social qui se construit par assimilation. Ce migrant qui arrive, il trimballe avec lui, justement, toute l'assimilation d'une culture, d'un peuple, et on ne va pas lui en faire reproche, si vous voulez. Hein, on ne va pas lui en faire reproche. Et donc, voilà, le multiculturalisme va servir à demander le respect de la différence, si vous voulez, le respect de la différence du migrant, hein, dont l'identité est liée justement à sa culture d'origine. Hein, mais alors, l'identité de l'individu de la culture d'accueil, il n'y en a plus, en fait. Il n'y en a plus, hein, puisque, en fait, le processus de la mondialisation a exigé ce que j'ai expliqué avant, c'est-à-dire la désappartenance, la désassimilation et le fait d'être simplement branché sur les grands flux, hein, de la consommation, de l'identification mondiale. Donc tout ça va créer bien sûr des tensions, hein, au sein des peuples d'accueil. Alors tous les discours sur l'assimilation, c'est bien gentil, mais pour s'assimiler, il faut quelque chose. Il faut des modèles, il faut des valeurs, des modèles auxquels on s'assimile. Si on ne propose rien, il ne faut pas s'étonner que les gens conservent l'assimilation à leur culture d'origine, si vous voulez. Hein. De sorte qu'il y a une espèce de contradiction entre la désassimilation des peuples d'accueil et en fait l'assimilation conservée des migrants à leur culture d'origine. Hein, de sorte que, voilà, le communautarisme, hein, ce qu'on appelle le communautarisme, ça prospère parce qu'il y a du vide en face. Hein, parce qu'en face, justement, il n'y a plus rien. Hein, et qu'on considère l'individu comme un absolu. Et on considère donc l'assimilation à la nation. Hein, mais ça, c'est pour les peuples d'accueil. On considère l'assimilation à la nation comme un crime, comme quelque chose qui vient, sacrifier la singularité de l'individu, son originalité, etc. Donc, voilà, ce sont toutes ces causes qui créent donc mondialisation, idéologie multiculturelle qui est celle de la mondialisation, islamisme qui va se servir de cheval de Troie de ce multiculturalisme, hein, en disant, il faut respecter notre différence. Hein, c'est tout ça qui va créer finalement de grandes tensions, de grandes contradictions dans l'unité et l'unité de mœurs qui fait un peuple. Et donc pas d'identité, encore une fois. Hein, je préfère parler de similarité, de processus d'imitation, hein, qui reste quand même ouvert, unité qui accepte bien sûr une certaine diversité. Voilà. Donc, je vais maintenant peut-être conclure, parce que je crois que ça fait un petit peu longtemps que je parle. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment distinguer ces deux niveaux. Le niveau du populisme du peuple, de ce qui se passe au niveau des peuples eux-mêmes, qui sont soumis à des logiques de décomposition. Et donc, ces peuples ont une demande qui n'est pas une simple demande politique, qui est une demande donc, que j'appelle
archi-politique. Hein. Et c'est ça toute la difficulté, hein, c'est que la politique partisane suppose un cadre qui existe déjà. Elle suppose un État qui existe. Elle suppose un peuple qui légitime cet État, qui se reconnaît dans cet État. Et je crois que la gravité de la situation dans laquelle on est, c'est que la demande du populisme, hein, c'est une demande pour laquelle il est très difficile d'avoir une réponse, si vous voulez, politique au sens de la politique partisane. On est dans une crise, il me semble, on est dans une crise qui touche vraiment à l'existence même et à l'être ensemble même du peuple et du régime politique. Hein. Je pense qu'on est dans une crise qui se rapproche, si vous voulez, de la crise de 58, hein, où finalement la France était au bord de la guerre civile et où il a fallu un homme exceptionnel pour pas seulement proposer une politique à l'intérieur d'un cadre existant, mais changer le cadre lui-même. Hein, changer le cadre lui-même, c'est-à-dire réinstituer la forme politique qui permet à un peuple d'exister. Hein, c'est ça, je veux dire, ce que j'appelle la grande politique, si vous voulez. Hein, la grande politique dont est capable De Gaulle et dont sont capables les grands hommes, hein, comme il le dit lui-même quelque part. Hein, pour faire une grande politique, il faut des grands hommes. Ben oui, c'est logique. Hein. La grande politique, c'est vraiment de réinstituer un peuple, hein, de réinstituer à travers bien sûr toute l'imagination, l'intelligence institutionnelle de la création de la Ve République, hein, il a réinstitué un cadre, hein, qui a permis au peuple de retrouver justement l'exercice de sa souveraineté, hein, et de retrouver aussi finalement son unité, son existence. Il me semble qu'il faut penser le défi du populisme à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là qu'il faut penser le défi du populisme. Et donc, c'était comme le passage entre la 4e et la 5e République, si vous voulez. Les partis ont été bien impuissants à résoudre la crise française, qui était quasiment une crise d'une guerre civile. Hein. Et je pense que notre situation, elle est tout aussi grave aujourd'hui. Hein, donc, voilà. Je suis relativement pessimiste sur la capacité des partis à résoudre la gravité de la crise dans laquelle nous sommes. Excusez-moi, j'ai été un peu long. Merci.